Bonjour, et bien comme convenu, voilà la vidéo un peu plus grande sur le sommeil. Alors le sommeil, comme je vous le disais, c'est un secteur comme l'alimentation, mais comme l'activité physique aussi, où vous avez le plus de dogmes et de croyances. C'est juste incroyable tout ce que vous pouvez penser, analyser par rapport à votre sommeil, qui, les 3/4 du temps, est complètement erroné. Alors, définition, qu'est-ce que c'est que le sommeil? Le sommeil, si vous voulez, c'est un train dans lequel vous allez avoir une locomotive et plusieurs wagons. Alors, je parle à partir de 3 ans parce qu'avant, le sommeil chez l'enfant est un peu différent. Donc, une locomotive qui va, entre guillemets, être le manager de cette partie de la vie qui est ultra importante et certainement pas une perte de temps. La locomotive, elle est suivie de 4 wagons. Donc, on dira N1, N2, N3, N4, où on dira sommeil lent léger, sommeil lent profond, sommeil très profond et sommeil paradoxal. Ça, c'est si vous voulez avoir les noms, puisque je sais qu'il y a des gens qui veulent absolument tout avoir, le scientifique. Moi, j'ai des jeunes garçons qui viennent dans mon cabinet pour me tester, pour voir si finalement je sais autant de choses que ce qu'on vient leur raconter. Et c'est OK pour moi. Alors, le sommeil. Premièrement, cette locomotive. Cette locomotive, elle s'appelle l'endormissement. Donc, le train derrière, les 4 wagons de sommeil vont dépendre de votre locomotive. Exactement comme dans le train. Vous ne pouvez pas avancer vos wagons si vous n'avez pas de locomotive. Donc, on parlera bien sûr de l'endormissement. C'est quoi un endormissement, entre guillemets, normal? Voilà. Et le réendormissement, c'est-à-dire lorsque vous avez des coupures, entre guillemets, dans votre nuit parce que vous allez faire pipi, parce que votre chat a sauté sur le lit, parce que vous avez entendu un bruit, parce que monsieur ou madame ronfle, etc., etc., parce que vous avez un adolescent qui rentre au milieu de la nuit, eh bien, tout ça va faire que vous allez arrêter votre sommeil là où vous en êtes, et donc il va falloir reprendre une locomotive, donc faire un réendormissement. Donc on sera toujours sur la même base. Donc, l'endormissement, la locomotive. L'endormissement, comme je vous le disais dans la précédente petite vidéo, il va forcément dépendre de votre hypervigilance, de ce que vous faites avant. Et on va voir dans les conseils justement comment on peut aller à un endormissement normal. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que si vous voulez un endormissement dit normal, c'est maximum 30 minutes pour s'endormir. Ok ? Alors, s'il vous plaît, ne mettez pas votre chrono pour vous dire « Oh mon Dieu, ça fait plus que 30 minutes et j'arrive pas à m'endormir. » C'est entre guillemets une généralité. Ce sont des tests, des études qui ont été faites sur des polysomnos. C'est 30 minutes en général pour dire qu'on s'endort et qu'on a un endormissement qui est dit normal. Ça, c'est le premier truc. Il me faut cette locomotive-là. Donc, il me faut naturellement un corps qui ralentit. Et donc, dans les solutions, d'ici quelques minutes, on va voir ce que c'est que ralentir son corps. Ensuite, on a notre premier wagon qui arrive, celui que je vous ai appelé le sommeil lent léger. Ça, c'est le terme, entre guillemets, technique. Donc, ce niveau 1, il va durer, entre guillemets, quelques minutes et il sera automatiquement dépendant d'une hormone qu'on appelle la mélatonine. Cette mélatonine qui vient de la transformation d'un neurotransmetteur ultra important qui s'appelle la sérotonine. La sérotonine se prendra dans la lumière, la mélatonine se prendra que s'il fait noir. Donc vous comprenez bien que cette première phase déjà, ce sommeil lent léger, ce premier wagon qui dure que quelques minutes, il ne peut arriver que si vous avez eu de la sérotonine et que si vous avez du noir devant les yeux. Donc tous les scrollers, etc., ça marche pas déjà. Vous enlevez le premier wagon. Le problème, c'est que les 4 wagons l'un à côté de l'autre ne peuvent pas être interchangés. C'est chaque stade vous amène à quelque chose. Donc ce premier wagon qui dure quelques minutes, c'est le sommeil léger, c'est le premier stade de sommeil, celui qu'on a juste après la relaxation. D'où l'idée d'être en relaxation pour pouvoir rentrer justement dans ce stade numéro 1. Pourquoi relaxation ? Tout simplement parce que dans cette période-là, votre cerveau va ralentir. C'est ce qui va amener à pouvoir glisser vers les autres wagons. Et il y a
taux qui doit bien diminuer pour pouvoir avoir ce premier wagon, c'est le taux d'adénosine. L'adénosine, c'est un acide aminé qui va avoir une action, entre guillemets. Alors, on connaît l'adénosine triphosphate, la fameuse ATP, donc la fabrication d'énergie. L'adénosine dont je vous parle, c'est celle qui est, entre guillemets, relarguée par les cellules gliales, donc les cellules du système immunitaire de notre cerveau, et qui vont dire au cerveau, c'est bon, tout va bien, on diminue le rythme, on ralentit, on va amener les neurotransmetteurs qu'il faut. Vous voyez, c'est un peu quelqu'un qui vous fait une séance de sophro ou d'hypnose. Le ton va diminuer. Le taux d'adénosine, quand il diminue, en fait, il va amener cette information-là. Les cellules gliales vont plus être en inflammation, en surexcitation, en survie. Donc ça, c'est mon N1. Et mon N1, il dure quelques minutes. Donc vous voyez, c'est très peu si vous avez à peu près 8 heures de sommeil. Ensuite, le N2. Donc celui que j'ai appelé tout à l'heure le sommeil lent et profond. Donc là, on se dit à peu près 15-20 minutes. On a, en tout cas sur l'électroencéphalogramme EEG, donc on vous met des petites pastilles là, un petit peu partout, puis on enregistre l'activité électrique du cerveau, puisque j'espère que vous savez que le cerveau c'est une activité électrique. C'est pour ça que ça surchauffe et qu'il faut absolument mettre du gras et de l'eau. Vous voyez, tout est logique dans le corps. Donc là, on a une activité électrique qui ralentit encore plus que dans notre phase numéro 1. On est beaucoup moins réactif aux stimulations. Ça veut donc dire que, par exemple, vous avez quelqu'un qui se lève avant vous. Vous allez l'entendre se lever. Et si vous vous rendormez, vous ne l'entendrez pas partir. C'est parce que vous serez dans ce sommeil numéro 2 où la stimulation fera que vous n'avez pas de réaction. Okay ? Alors, c'est sur cette période-là que la température du corps, que la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, etc., vont ralentir. La température du corps va baisser. C'est souvent à ce moment-là qu'on se dit « Ah, j'ai un peu frais » et on se met quelque chose sur soi. Pour pouvoir avoir un sommeil lent, profond, de qualité, on va avoir besoin de magnésium. Toutes les personnes qui sont en stress, toutes les personnes qui font du sport intensif, toutes les personnes qui ont un système digestif qui ne fonctionne pas sont en carence de magnésium. J'ai envie de dire que toutes les personnes qui se réveillent le matin, qui vont travailler, sont en carence de magnésium. Donc, le magnésium est celui qui va vous permettre d'avoir cette phase, justement, de sommeil lent. Troisième wagon, un wagon qui dure un peu plus longtemps. C'est un wagon qui fait à peu près 45 minutes. Là, on est, ce que je vous disais, dans le sommeil très profond, dans le sommeil très lent. C'est cette partie-là qui est la plus importante. Donc, vous voyez, 45 minutes à peu près. Cette partie-là, c'est la partie du sommeil réparateur. Donc, c'est cette partie-là, si vous avez une montre connectée, qu'il faut aller chercher. Et elle dure à peu près 45 minutes. Okay ? Donc, vous voyez les croyances. Le sommeil doit être réparateur. Oui, mais sauf qu'un wagon de sommeil réparateur, c'est 45 minutes. Et vous avez combien de cycles? Un cycle de sommeil, si jamais vous n'avez pas l'information, c'est à peu près 1h30, 90 minutes. Encore une fois, quelque chose que je vous apprends lorsque vous venez dans mon cabinet. La fameuse règle des 90 minutes, elle est importante. Eh bien, on a la même chose sur un cycle du sommeil. Et donc, sur ces 90 minutes, on a à peu près 45 minutes qui est censé, donc à peu près la moitié, qui est censé être le sommeil réparateur. N1, quelques minutes. N2, 15-20 minutes. N3, 45 minutes. Et on va voir ce que donne le N4. Donc, vous voyez, 45 minutes de sommeil réparateur. C'est là où on va avoir vraiment les vaisseaux lymphatiques du cerveau qui vont s'ouvrir. On va nettoyer complètement le cerveau. C'est pendant ce temps-là que l'inflammation baisse dans tout le corps. C'est pendant ce temps-là que tous vos petits ouvriers vont sortir et faire leur travail. C'est pendant ce temps-là que votre foie fait ses 5 phases de détox. On dit toujours 2 phases. Mais en fait, si on les apprend, glucuronidation, méthylation, etc., en fait, ça fait 5 phases. 5 phases qu'on groupe de nouveau dans 2 wagons, la 1 et la 2. Mais en tout cas, votre foie, il travaille à ce moment-là énormément. C'est pour ça d'ailleurs que lorsque vous avez un foie qui n'est pas en très grande forme, il va lâcher ce qu'on appelle le chêne, S-H-E-N, donc l'esprit en médecine chinoise, et vous allez avoir des rêves, des cauchemars, vous avez l'impression de vivre votre rêve, vous allez avoir un sommeil qui est très agité, vous allez bouger beaucoup les draps, etc. Ça veut dire que votre foie qui
qui travaille la nuit, ben, il est un petit peu en souffrance en fait. Donc dans ce sommeil profond et lent, ce sommeil dit réparateur, c'est le moment où vous réparez votre corps, vous vous régénérez, c'est aussi le moment où vous mincissez, puisque c'est le moment où justement on va les récupérer toutes les toxines en fait, toutes les cellules qui sont mortes, etc., etc., pour pouvoir les évacuer le matin par votre pipi et par votre caca qui doit arriver à peu près après le petit déjeuner. Dans ce moment-là, on a toujours du tonus musculaire parce que justement, va falloir aller bosser. Et c'est le moment, si jamais vous en avez fait ou si vous connaissez, où on peut faire du somnambulisme, justement. En tout cas, c'est ce sommeil-là dont on a besoin. On mincit, on se régénère, on récupère, on répare. Et surtout, c'est à ce moment-là que vous allez remplir ce que moi j'appelle votre sac de billes, c'est-à-dire votre réserve d'ATP, donc adénosine triphosphate. On y revient à l'adénosine. Donc votre énergie pour la journée. C'est ce sommeil réparateur qui donne ça. Et puis notre dernier wagon, le N4, donc le wagon qu'on appelle sommeil paradoxal, il dure à peu près de nouveau 15 à 20 minutes et il doit faire à peu près 20% du sommeil total. Alors les matheux, derrière, je vous laisse vérifier tout ça. Est-ce que tout ça, ça fait bien 90 minutes? Et est-ce que 15 à 20 minutes, ça fait bien 20% du sommeil total? En tout cas, on est dans le sommeil paradoxal. Là, on a une activité du cerveau qui est presque l'équivalente d'une phase d'éveil. Et on a notamment ce qu'on appelle les REM, les mouvements oculaires, qui sont très présents. C'est ce qu'on voit beaucoup chez les enfants. Si vous les regardez dormir, ils ont énormément de mouvements oculaires. Par contre, on n'a plus aucun tonus musculaire. Donc là, on est vraiment ultra détendu parce qu'en fait, ça y est, c'est bon. On a bossé. Okay. C'est la période où on va rêver, voire peut-être faire des cauchemars pour certains. Donc ça, cette phase-là, elle va énormément dépendre de votre rythme biologique de la journée. Vous n'aurez pas de sommeil paradoxal si vous n'êtes pas capable de suivre la chronobiologie de votre corps. Juste, je refais une petite parenthèse, j'ai oublié de vous dire que dans le N3, dans le fameux sommeil réparateur, ce qu'on va avoir besoin pour un sommeil réparateur, c'est le fameux neurotransmetteur qui s'appelle le GABA. Le GABA qui est issu d'un acide aminé, donc la glutamine. Et on ne prend pas de la glutamine pour faire du GABA, parce que c'est pas comme ça que ça marche. Le GABA, c'est quelque chose qui va, entre guillemets, vous permettre de lever le pied de l'accélérateur. Et vous savez que chez moi, je fais la différence entre je freine et je lève le pied de l'accélérateur. Donc pour la phase 3, c'est le GABA. Donc si on reprend phase 1, mélatonine, phase 2, magnésium, phase 3, GABA, phase 4, rythme biologique. En gros, votre sommeil paradoxal, celui qui va permettre de retrouver la locomotive derrière en fait. Ce sommeil paradoxal, il dépend des rythmes que vous avez dans la journée. Admettons que vous travaillez de nuit et que vous dormiez dans la journée, ça va être une catastrophe, puisqu'on est en anti-rythme biologique, on est ce que moi j'appelle en jet lag. Alors, pendant une même nuit, on va avoir plusieurs trains, donc plusieurs fois les wagons. Les trains sont souvent collés, une locomotive contre une locomotive, mais ça peut aussi avoir un petit décalage, on va dire un peu en gros comme la SNCF, quelques secondes, voire quelques minutes de retard. Et c'est là où vous allez avoir une espèce de sensation de réveil, puisque on attend la phase d'endormissement, on attend le stade numéro 1, vous savez, cette transition, c'est mieux, transition entre l'éveil et le sommeil en fait. Okay. Donc les micro-réveils au milieu de la nuit, on entend que c'est normal, c'est notre train du sommeil qui a un petit peu de mal à arriver. C'est tout. Donc, au cours d'une même nuit, plusieurs cycles. Dans ces plusieurs cycles de sommeil successifs, on va avoir toujours la proportion du sommeil lent et du sommeil paradoxal qui varieront. Vous pouvez avoir des gens qui ont un sommeil paradoxal très présent et d'autres qui ont un sommeil lent très présent. Pour vous dire de nouveau qu'en fait, personne n'est pareil. Donc, les premiers cycles, ce sera toujours sommeil lent profond. La fin de nuit,
ça sera toujours sommeil lent léger, sommeil paradoxal. C'est pour ça que vous vous souvenez de vos rêves le matin au réveil. Et si votre nuit précédente a été, entre guillemets, moins bonne, on va éviter d'utiliser le mot mauvais. Si ça a été moins bon, eh bien, logiquement, votre sommeil lent sera beaucoup plus profond la nuit suivante. En gros, ça c'est intéressant parce que ça va vous dire que c'est pas parce qu'une nuit ou 2 nuits vous dormez moins bien qu'il va y avoir un retentissement. C'est-à-dire que votre corps, il a quand même de la réserve. Enfin bon, si vous ne tirez pas sur la machine, on est d'accord. Donc, on a déjà entendu que on avait besoin d'avoir de la mélatonine, du magnésium, du GABA et du rythme biologique. Donc maintenant, en gros, qu'est-ce qu'on va faire pour avoir un sommeil de qualité? Alors, il y a évidemment des bases que vous connaissez déjà. Je vais essayer de vous amener des informations supplémentaires. Donc la première des choses, c'est ce que je vous ai dit qui était le plus important dans la toute petite vidéo avant, c'est cette espèce d'hypersignal, cette espèce d'insécurité que vous donnez à votre cerveau. Votre cerveau, vous avez besoin de lui dire que le sommeil, il va être de bonne qualité, qu'il est de bonne qualité, on est au présent même, que ce n'est absolument pas une perte de temps. Ok ? C'est quelque chose qui est indispensable pour être en bonne santé. Et vous allez le rassurer. Et pour le rassurer, il n'y a rien de mieux que la respiration. Notamment, on met la main sur le cœur et vous allez sentir, donc comme ça vous êtes en présence avec vous, ça c'est des techniques qu'on fait beaucoup en hypnose, en méditation, etc., etc. Vous mettez la main sur le cœur et là vous allez sentir votre battement cardiaque. Et ça, c'est quelque chose qui rassure puisque, normalement, on a tous été dans le ventre de notre maman et dans le ventre de notre maman, on sentait le rythme cardiaque. Et ça nous donne tout de suite cet effet cocon, cet effet « je rassure, je vais bien ». Donc, on n'est pas en mode survie, on est en mode cocon. Donc, ça veut déjà dire que, naturellement, on a ralenti notre rythme de vie. Le dernier pic de cortisol, il est à 21 heures. Enfin, le dernier plateau. Donc, entre guillemets, entre 21h et 22h30, c'est les meilleurs moments pour aller se coucher. Si vous dépassez le 22h30, il va falloir attendre 90 minutes de nouveau pour pouvoir aller vous coucher. Entre les deux, ça va être compliqué de s'endormir. Et comme ça, au moins, vous comprenez. Vous vous dites, tiens, moi, je suis allée me mettre au lit à telle heure. Il m'a fallu X minutes pour m'endormir. Ben oui, j'étais pas dans mon bon créneau d'horloge biologique. Donc ça, c'est la première des choses. On enlève l'hypervigilance, on diminue le rythme. Bien sûr, ça c'est important puisque vous avez vu que la 4e phase, elle est dépendante de votre chronobiologie. On se lève et on se couche à peu près à la même heure, du lundi au dimanche. Je suis désolée de vous dire, mais la grasse matinée, ça ne sert à rien. Il vaut mieux faire une petite sieste le samedi et le dimanche de 15 à 20 minutes. Ce sera bien mieux réparateur pour vous. Ensuite, pas de repas copieux le soir. Si vous mangez beaucoup, alors que votre tube digestif, entre guillemets, ne travaille plus à partir de 18h, 17h pour l'estomac, 18h, 19h pour le microbiote, eh bien, naturellement, vous allez aller vous coucher avec quelque chose au niveau de l'estomac, et là, votre estomac, il est payé pour faire son job, donc, sécrétion d'hormones, etc., etc., et vous allez avoir beaucoup de mal à vous endormir. Et notamment, je vous conseille, et ça c'est chronobiologique, plus pour la femme que pour l'homme, d'essayer d'éviter un maximum les protéines fortes le soir. Bien sûr que si vous êtes invité, blablabla, 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 vous vous souvenez, c'est 80 fois sur 100, j'essaye de faire bien. Maintenant, chez la femme, c'est un peu moins aussi léger chez l'homme, parce que l'homme est sous testostérone, donc c'est encore un petit peu différent. Mais on essaye d'éviter les protéines fortes, tout simplement parce que madame la thyroïde ne va pas aimer. On n'est pas capable de découper la T4 en T3 la nuit, parce que ça se passe dans le foie, et vous avez bien entendu que votre foie fait plein de travail. Donc on évite les protéines un maximum le soir. Et oui, ça suffit de manger des légumes et des féculents. C'est largement suffisant pour aller se coucher. Okay. Ensuite, je vous parlais de chronobiologie, je vous ai parlé de sérotonine, de mélatonine. Pour pouvoir avoir votre mélatonine le soir, donc pour avoir ce N1, ce premier wagon avec la mélatonine, eh bien, il va falloir avoir de la sérotonine. Et évidemment que si vous sortez d'un burn-out ou que vous êtes en plein dedans, un burn-in, une dépression, si vous êtes stressé, etc., etc., la sérotonine, vous l'avez pas parce que vous la bouffez.
Donc, elle va pas pouvoir se découper et se fabriquer en mélatonine. Donc, pour faire de la sérotonine, ça va jouer avec vos yeux. C'est vos pupilles ici qui vont capter la lumière. Donc, ça veut dire que dès le matin, on prépare son sommeil. On se lève et on met les grandes lumières. Alors, quand on a de la chance, qu'on se lève, qu'il fait jour, on ouvre la fenêtre, on regarde dehors et ça marche même quand le temps est brumeux. Ok, l'idée c'est d'amener de la lumière. Et là, vous appuyez sur le bouton sérotonine. Donc, pour toutes les personnes que je viens de citer, qui sont en déprime, en dépression, etc., prenez la lumière, ça vous apportera la sérotonine. Et donc, le soir, on diminue les lumières. Et diminuer les lumières aujourd'hui, c'est plutôt facile. Vous avez plein d'ampoules, vous avez plein de variateurs, etc., etc. On change les lumières, on se met des lumières bleues, on se met des lumières rouges, etc., etc. En tout cas, on baisse l'intensité des lumières et donc forcément, on éteint nos écrans. Et ça, si possible, on essaye de le faire à partir de 18h. Et donc le soir, on essaye plutôt de lire, on essaye plutôt d'écouter de la musique, d'écouter un podcast, on fait plutôt de la méditation, de la relaxation, pourquoi pas une séance de yoga nidra, etc., etc. Parce que l'idée aussi, en dehors, c'est d'éviter d'être hyperactif avant d'aller vous coucher. Ok, vous avez bien compris ça. Donc si je prends de la sérotonine le matin dans mes yeux et que j'enlève la lumière le soir, si mes yeux sont en contact avec du noir, ils vont naturellement m'apporter de la mélatonine. Ok. Petite parenthèse, si vous prenez votre vitamine D le soir, comme souvent je vous le conseille, et qu'elle va, entre guillemets, vous empêcher de dormir, ce qui arrive quasiment jamais, c'est que vous avez un problème avec la mélatonine. Si vous prenez de la mélatonine et que cette mélatonine ne fonctionne pas, c'est que vous êtes carencé en magnésium. Et tout ça, ça se fait évidemment dans un cabinet de naturopathie, pas à la one again à acheter des compléments alimentaires chez Lidl ou chez Amazon pour ne pas les citer. Donc, on prend la lumière le matin, on est dans la chronologie, on respecte les heures de sommeil dans la phase où je me couche et où je me réveille. Évidemment, comme je vous le disais, pas d'émissions qui énervent, pas de sport intensif, pas de café, pas de thé, pas de tabac, n'oublions pas ça, pas de repas. Okay. Par contre, on va favoriser les aliments qui sont riches en tryptophane, puisque le tryptophane est l'acide aminé qui va donner de la sérotonine. Donc, dans la journée, on pense apporter des aliments riches en tryptophane. Alors, les aliments riches en tryptophane, ce n'est pas seulement, entre guillemets, les aliments protéinés, il y en a aussi dans les céréales semi-complètes, ne l'oublions pas. Évidemment, il faut qu'il fasse noir, puisque si vous avez la lumière, même un tout petit peu de lumière, vous ne serez pas en mode mélatonine. Ça, c'est clair. Il faut qu'il fasse moins de 20 degrés. S'il fait chaud dans votre chambre, vous allez naturellement avoir la température de votre corps qui ne va pas pouvoir baisser. Si la température du corps ne baisse pas, impossible de s'endormir. Okay. N'hésitez pas à revoir votre literie, à revoir votre oreiller, notamment pour toutes ces positions cervicales, et je pense à tous les gens qui ronflent. En vieillissant naturellement, tout le monde se met à ronfler. Tout simplement parce que ici, on est sur des tendons, sur des muscles. Toute cette partie-là, en fait, va tomber naturellement parce que c'est plus mou. C'est un peu comme le reste de votre corps. Okay. Donc, si vous vous mettez comme ça, ça tombe. Si vous vous mettez comme ça, vous fermez la gorge. Donc, essayez de trouver, alors le mieux c'est d'être sur le côté, bien sûr, mais essayez de trouver un oreiller, une position dans votre lit qui vous empêche d'avoir cette mandibule qui chute, et du coup, vous arrêterez de ronfler. Les chutes magiques, les machins, les bidules, tout ça, ça marche pas. Okay. Évidemment, allez faire une polysomnographie si jamais vous pensez que vous faites de l'apnée du sommeil. Quand on a un sommeil qui est pas réparateur, et c'est pas parce qu'on est en surpoids qu'on fait de l'apnée du sommeil. Hein. Attention, ça aussi, c'est une croyance. Hein. On peut faire de l'apnée du sommeil en étant skitch comme ça. Donc, si tous les jours, vous levez en vous disant, alors en dehors de la thyroïde et tout ça, hein, j'ai l'impression que mon sommeil est pas réparateur, que quelqu'un vous dit oui, t'as ronflé, j'ai eu l'impression que tu dormais pas bien, etc., etc. Faites une polysomno à l'hôpital et comme ça vous verrez si vous faites de l'apnée du sommeil, parce que on peut très bien porter un appareil d'apnée du sommeil quelque temps et la machine se remet en route derrière et vous n'avez plus besoin de le porter. Mais au moins on aura résolu le problème. Quand vous faites de l'apnée du sommeil, n'oubliez pas, vous enlevez de l'oxygène pour votre cerveau. Vous savez ce que ça fait de 3 minutes d'oxygène en moins dans le cerveau? Ça vous tue. Okay. Évidemment, alors je dis évidemment, c'est pas évident pour tout le monde puisque beaucoup de gens pensent que c'est une perte de temps. Exercice de respiration
au moment où on va se coucher, voire juste un petit peu avant. C'est pour ça que je vous parlais de yoga nidra ou de méditation. Parce que vous allez forcément passer en parasympathique, donc votre cerveau ne sera pas en mode hyper vigilance. Ok, vous vous souvenez de ça? On essaye de gérer son anxiété. L'anxiété que j'appelle circadienne, c'est-à-dire l'anxiété qu'on a dans la journée. L'anxiété, c'est je me projette dans le futur, donc je suis dans la peur. Je me dis, oh mon Dieu, il va se passer ça, il va se passer ça, il va se passer ça. Mais en fait, ça se trouve, rien ne se passera. Okay. L'anxiété, elle est souvent là quand on a des problèmes de thyroïde, elle est souvent là quand on est déprimé, et souvent là quand on est en manque de progestérone, etc., etc. L'anxiété, dans le neurotransmetteur, on est dans le GABA, phase numéro 3, vous vous souvenez? Oui, alors c'est pas anecdotique parce que c'est quelque chose qui est très connu. Je vous parlais donc du GABA dans la phase numéro 3, le GABA qui vient donc de la glutamine. Et lorsqu'on va manger au restaurant chinois, il y a beaucoup de glutamate dans l'alimentation chinoise. Et donc, si on fait un resto chinois le soir dans lequel il y a beaucoup de glutamate, ce glutamate, en fait, va être un agoniste-antagoniste du GABA, ce qui veut dire que naturellement, vous aurez des difficultés à faire du GABA. Et donc, votre phase numéro 3 de sommeil réparateur, elle ne sera pas là. Donc, vous pourrez peut-être dormir dans un sommeil lent, mais vous n'aurez pas la phase réparateur. En tout cas, vous risquez de ne pas avoir la phase réparateur. Okay. Et puis, comme je vous le disais, essayez d'accepter de prendre quelques minutes pour vous endormir. L'endormissement, c'est pas... Oui, c'est vrai, souvent les hommes qui ont un taux de testostérone qui est correct, ils posent la tête sur l'oreiller et nous, les femmes, ça nous énerve un peu. Oui, mais sauf que nous, on est dans œstrogène et ce, même quand on est ménopausé. On est des logisticiennes, on est des mères MERE pour toute notre vie, nos cellules fonctionnent comme ça. Donc on est plutôt dans le cerveau qui fonctionne. C'est plus compliqué pour nous. Il n'empêche que si vous allez vous coucher en vous disant « Oh, super, je vais réparer mon corps, ça va être génial, etc., etc., etc. » Si vous arrêtez de penser que c'est une perte de temps, si vous arrêtez de vous dire « De toute façon, je ne vais pas me coucher parce que je ne vais pas dormir », pensez à tout ça. Pensez à l'hypervigilance que vous mettez dans votre cerveau. Vous êtes le patron de votre cerveau. C'est pas lui qui dirige, c'est vous qui lui dites. Ok? Et il a besoin qu'on répète les choses. Ok? La sérénité, en fait, vous vous souvenez, elle vient parce que vous changez votre regard sur. C'est pas l'autre truc qui va venir vous apporter la sérénité. C'est vous qui changez votre regard. Donc, changez votre regard sur le sommeil et vous verrez que le sommeil sera de bien meilleure qualité. Alors, si maintenant, on a des troubles du sommeil. Alors, le mieux, c'est évidemment de prendre un rendez-vous pour aller chercher pourquoi on a des troubles du sommeil. Il y a les remèdes de grand-mère qu'on connaît bien. La camomille, la verveine, la mélisse. Moi, j'aime beaucoup la mélisse puisque la mélisse, c'est quelque chose qui va détendre aussi tous les muscles lisses. C'est un parasympathicotonique, la mélisse. La valériane, la passiflore, la eschscholzia. Alors attention, hein, là il y a des plantes, qui sont interdites si vous êtes sous antidépresseurs, qui peuvent ne pas être très agréables. Je pense notamment à la valériane, c'est très amer. Pensez à faire des mélanges en fait. Vous avez entendu, bien sûr, parler du magnésium dans mon exposé, donc le magnésium, et quand on prend du magnésium, moi je conseille aux gens de prendre du magnésium à vie maintenant, 5 jours sur 7, sauf si vous êtes en insuffisance rénale qui n'est pas prise en charge par de la dialyse, mais vous vous souvenez que je fais de la généralité ici, et j'augmente la dose sur le soir, justement, pour aider à aller dans cette phase, entre guillemets, de sommeil numéro 2. Alors, vous avez entendu la mélatonine pour le premier, mais attention, la mélatonine, ça marche pas chez tout le monde, notamment si vous êtes en carence de magnésium. Et puis, alors là, c'est un petit peu, on va dire, entre guillemets, un détournement. Je pense à la glycine. La glycine, c'est un acide aminé qui n'est pas essentiel, hein, puisqu'il vient d'un découpage. Et la glycine, en fait, c'est quelque chose que les sportifs prennent tout simplement parce que ça va nous donner du collagène. C'est-à-dire que ça coûte beaucoup moins cher que le collagène et que c'est bien plus efficace. Et notamment, on le voit très bien sur la peau, sur les cheveux. On le voit très bien dans les articulations. Moi, je ne conseille, vous le savez, jamais de collagène parce que ça coûte beaucoup trop cher. Et je préfère vous conseiller la glycine. Et donc, la glycine, ça a tendance à être une aide à l'endormissement et au sommeil réparateur. Donc, pourquoi pas une petite cuillère doseuse de glycine dans un petit peu d'eau. C'est pas forcément excellemment très bon, mais comme tous les acides aminés, entre guillemets. Et ça, c'est pareil, ça peut favoriser l'endormissement.
Il y a la fameuse L-théanine. Donc la L-théanine, on en retrouve dans le thé vert. C'est de nouveau un acide aminé qui va vous aider à avoir les phases de sommeil, et notamment la phase numéro 3, le sommeil réparateur. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut boire du thé vert, parce que vous allez avoir le côté excitant du thé vert. Ça veut dire que cette molécule-là, si jamais vous voulez prendre un complément alimentaire pour vous aider le temps d'enlever l'hypervigilance de votre cerveau, le temps de réparer un petit peu votre corps, essayez de trouver un complément alimentaire dans lequel il va y avoir de la L-théanine. Et puis moi, mon chouchou, je trouve, c'est le GABA. Parce que le GABA, il vous amène justement dans le sommeil réparateur. Et donc, si vous avez un complément alimentaire où il y a de la L-théanine et du GABA, ça marche super bien. Le GABA, on essaie toujours de le prendre plutôt sous forme liposomale parce qu'il rentre plus facilement dans les cellules. Puisque votre cellule est entourée de gras et qu'il faut que le GABA, qui est un acide aminé, puisse passer la membrane. Et un acide aminé, si c'est pas entre guillemets porté par un transporteur qui passe facilement la barrière, ben ça marche un petit peu moins bien. Voilà ce que je voulais vous dire sur le sommeil. Donc, sortez de vos croyances, sortez de l'hypervigilance. Faites-vous une petite chambre cocon. Dans votre chambre, il n'y a pas de bureau, il n'y a pas le linge qui attend pour être repassé. Il y a des volets qui se ferment ou des rideaux bien opaques. Il n'y a pas de veilleuse, il n'y a pas de chauffage, etc., etc. Vous pouvez, si, en parlant de chauffage, pensez à votre bouillotte le soir, puisque la chaleur va amener cet effet cocon, notamment, alors bien sûr sur le foie pour l'aider à faire son travail, mais ça on peut le mettre pendant l'activité du soir. On peut prendre une bouillotte pour mettre sur son ventre, puisque justement on va retrouver ce côté cocon qu'on avait lorsqu'on était dans l'utérus de notre maman. On peut aussi, en parlant de chaleur, mettre, notamment là maintenant, il va commencer à faire frais, mettre une couverture chauffante, donc juste un fond, vous branchez un petit peu avant et quand vous allez vous coucher, vous l'éteignez. En fait, lorsque vous rentrez dans un lit où il fait pas froid, votre corps va tout de suite se détendre et forcément, ça favorise l'endormissement. Logiquement, je pense que je vous ai tout dit. J'ai dépassé les 30 minutes encore une fois. Donc, on pense petite vidéo plus cette vidéo-là. Et surtout, on va chercher la cause et on arrête d'être hyper vigilant. On vit au présent, on ralentit, on vit comme une tortue et on se dit que le sommeil, ce n'est absolument pas une perte de temps. C'est la meilleure des choses que vous pouvez faire pour votre corps. À bientôt.